Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Briser le silence. Dans ce numéro, aujourd'hui, nous parlerons de la santé mentale de la femme après l'accouchement. Et pour cela, nous sommes sur ce plateau avec Madame Leslie Grace Bendom Abogo, épouse Bologo. Avec elle, nous parlerons de ce mot vécu par les femmes qu'on n'ose pas souvent en parler. Madame, merci d'être venue sur le plateau de Briser le silence et merci de partager cette expérience avec nos téléspectateurs. Merci madame, bonjour. Alors avant toute chose, peut-être vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Alors je suis madame Bendom Abogo Leslie Grace, épouse Bologo Bigeme, psychologue et je suis mère de 3 enfants. Alors aujourd'hui, vous venez parler de ces mots qui minent les femmes et que souvent elles n'osent pas en parler. Vous avez vécu la situation, alors peut-être votre expérience. Alors il est important de parler des santé mentale de la femme après l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de femmes, si dans de nombreux moments après l'accouchement, traversent des périodes assez compliquées, assez difficiles et qui parfois ont un impact sur l'enfant ou sur la vie de couple, merci, sur la vie de couple. Et c'est vraiment des troubles qui peuvent détruire soit la maman, soit le couple ou encore l'enfant, comme je venais de le dire. Et effectivement, c'est des troubles qui existent parce que pour certains, ça paraît encore tabou. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à en parler. Elles se disent que c'est certainement, pour beaucoup, on se dit que c'est des choses des blancs, c'est pas possible de vivre, mais je vous assure que ça existe parce que moi-même, je suis un exemple. Je suis passée par là. J'ai vécu justement ces troubles après accouchement. Moi, je connais ce qu'on appelle un burn-out maternel. C'est un trouble pas très connu, assez très rare, mais qui existe bel et bien. Oui. Alors, le burn-out, c'est un épuisement émotionnel, physique que la maman ou la femme va subir justement dans son rôle de parent. Le burn-out maternel affecte beaucoup plus la sphère parentalité, c'est-à-dire qu'on se sent épuisé dans son rôle de parent. Et ça, j'en ai vécu. D'accord? Et il y en a plusieurs causes. Les causes sont légion. Ça peut être le fait d'être maman perfectionniste, tout soit rangé à la maison, tout doit être propre, l'enfant doit être rangé. Le fait de ne pas avoir le soutien de la famille ou aussi de ne pas avoir le soutien de son partenaire. Donc on a l'impression de vivre ça seul alors qu'on a un partenaire avec nous qui justement ne nous accompagne pas. Mélanger aussi avec les tâches quotidiennes, nettoyer la maison, balayer, déposer les enfants à l'école et j'en passe. Alors pour ma part, ce qui a déclenché le burn-out maternel, c'est le deuxième enfant. Parce que le premier enfant, ça s'est très bien passé. C'est quand je fais le deuxième enfant, au bout d'1 an, et j'aimerais aussi ajouter ceci, que le burn-out maternel, il s'installe à n'importe quel moment de notre vie. D'accord? Il peut s'installer 1 an, 2 ans après avoir eu 3 ou 4 enfants, qui est différent de d'autres groupes qui vont s'installer un peu très tôt. Mais forcément après l'accouchement. Voilà, mais forcément après l'accouchement. Voilà. Alors, la petite histoire, moi, je fais le burn-out avec mon deuxième gosse. D'accord? Et la cause principale chez moi, c'était beaucoup plus tendre à la perfection. Le genre de maman, tout doit être rangé, tout doit être propre, tout doit être à la perfection. L'enfant ne doit pas être sale, l'enfant ne doit pas être propre. Et vraiment, je suis rentrée dans cette sphère-là. Il fallait que tout soit propre, tout soit rangé, la maison doit être propre. Parce que vous savez, lorsqu'on s'est marié, c'est un idéal qu'on s'est fait. On s'est dit, voilà, quand je serai dans ma maison, la maison doit être propre, la maison doit être chic. Quand on vient me rendre visite. Donc, c'est cet idéal-là qu'on veut réaliser. Et donc quand l'enfant vient, on se dit, bon, quand il est bébé, c'est gérable. Mais lorsqu'il grandit, on se dit, bon, il faut que la maison soit propre. J'ai des amis qui doivent me rendre visite et tout ça. Et je rentre dans cette sphère-là et je me retrouve dans un état d'épuisement, où je commence à m'épuiser dans ce rôle de parent. Je commence à vivre mal le fait de garder ou d'élever mon enfant ou de donner l'éducation qu'il faut. Et là, je commence à me sentir irritable. Donc, je suis irritée, énervée. D'accord? Je m'occupe de mon enfant, c'est vraiment de manière mécanique. Il y a plus cet amour-là d'une mère, cette joie de s'occuper de l'enfant, c'est-à-dire que quand l'enfant fait la selle, bien l'enfant est tombé, il y a cet amour-là qu'on va déployer, mais les gestes deviennent mécaniques, c'est-à-dire que c'était du genre, je m'occupe de l'enfant jusque, bon, je peux faire comment? Je vais les chercher, des mots comme ça, je vais les chercher, je n'ai pas le choix, bon, je vais assumer. C'est devenu comme ça. Et j'étais arrivée au stade où, lorsque l'enfant se mettait à pleurer, je vous assure que parfois je restais insensible. Je pouvais regarder mon enfant pleurer ou alors, quand je suis dans des périodes assez irritables, ça passait par des coups. Parfois, je me mettais à le frapper. Et ça a causé une distance, ce qu'on appelle l'un des symptômes aussi, la distanciation. Donc, une distance entre mon enfant et moi, au point où mon fils était plus attaché à son père qu'à moi. Limite,
il était comme en état d'insécurité avec moi parce que ça s'est passé pas très bien. Il faut dire que mon mari était au travail. À cette période-ci, je n'avais pas encore occupé mes fonctions. Donc, il fallait gérer tout ça. Et on a vécu comme ça, au point où parfois, je me réveillais à 6 heures. Rendez-vous compte, quelqu'un qui ne travaille pas, 5 heures, 6 heures, je suis debout pour évacuer toutes les tâches ménagères. Et j'avais ce plan-là. Dès que l'enfant se réveille, c'est-à-dire que s'il se réveille au moment où je suis en train d'effectuer mes tâches, alors là, c'est pas la joie. Ça m'énerve, je m'énerve et puis je commence à crier sur tous les plans. Et ça a été comme ça. Et après, je ne me comprenais pas. Parce qu'il y avait cette période de culpabilité, il faut le dire, ça fait partie des symptômes de culpabilité, parce que je me posais la question, mais pourquoi je suis comme ça? Parce que j'ai eu un enfant avant. Et je me dis, pourquoi est-ce que je suis comme ça avec le deuxième? Je doute un peu, il y a cette ambivalence-là, c'est-à-dire en même temps, j'aime mon enfant, parce que quand on le fait, ce n'est pas tant qu'on n'aime pas l'enfant, ce n'est pas tant qu'on déteste l'enfant, mais c'est cette charge-là qui nous épuise, d'accord? Et on s'implique moins dans l'éducation. Donc, il y a ce moment où on culpabilise. J'ai eu des crises de larmes aussi, parce que parfois, dans ce moment de culpabilité, je me posais la question, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je me comporte comme ça? Et à l'époque, il devait avoir 1 an ou 2 ans. Et parfois, je trouvais injuste de le traiter comme ça. Et puis après, il y a comme cette petite voix qui dit, mais bon, ça va aller. Et puis voilà, on se dit que demain, je vais faire mieux. Mais lorsque le lendemain arrive, je vous assure que c'est... La routine. La routine, ça revient. Et puis j'ai vécu comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à ce que j'occupe mes fonctions et tout. Quand j'occupe mes fonctions, et puis la grâce que j'ai aussi eue, c'est d'être professionnelle et justement de comprendre ces choses-là. Au départ, c'est compliqué. Et pendant que j'occupe mes fonctions, voilà, et puis je me mets au cabinet, on a ce qu'on appelle la psychovidéo, c'est des méthodes qu'on a mis en place. Je me mets à regarder des vidéos et puis je me pose des questions, je tape, j'écoute burn-out maternel. Je dis tiens. Et puis je m'intéresse comme ça, je vois les symptômes qui défilent et tout de suite, je peux trouver les mots au mal que je subissais. Et je vous assure que lorsqu'on donne des mots aux mots, c'est déjà un apaisement. On se dit, waouh, mais je suis normale. Donc, ce que j'ai vu, ça a un nom. En fait, ça existe. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas moi qui suis bizarre. C'est pas moi qui suis peut-être une mauvaise maman, parce que c'est le sentiment qu'on a aussi. On a l'impression d'être une mauvaise maman. On se dit qu'effectivement, ça existe. Et au fur et à mesure, on a eu à travailler. Moi-même aussi, étant professionnelle, c'est quelque chose qu'on a eu à travailler avec le temps jusqu'à ce que ça se répare. Alors, c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu cette prise en charge-là, parce que le burn-out maternel, lorsqu'il n'est pas pris en charge, peut sombrer dans la dépression. Et c'est vraiment important de prendre cela en charge. Et cela peut aussi affecter la vie de couple. Ça peut affecter la vie de couple. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut aussi affecter l'enfant. Parce qu'en plus de la distance que vous créez, vous êtes en train de fragiliser le psychisme de l'enfant. Parce que l'enfant se retrouve avec une mère assez colérique, assez irritable ou parfois violente, parce qu'il faut dire qu'il y a des moments de violence qu'on peut manifester auprès de l'enfant. Donc c'est vraiment important d'en parler. Et outre ces burn-out maternels, il y a d'autres troubles que d'autres femmes peuvent passer. Il y en a par exemple ce qu'on appelle le baby blues. Encore que le baby blues, il est normal, d'accord? Il n'est pas pathologique. C'est un trouble. Baby blues, c'est un moment de déprime, d'accord? C'est une période dépressive que la maman va passer quelques jours après l'accouchement. Parfois les heures, hein. Vous allez sur certaines mamans qui vont faire le baby blues à quelques heures de l'accouchement. C'est possible, d'accord? Et le baby blues, comme on le disait, appelé aussi syndrome du 3e jour, ne dure que 3 jours. D'accord? Généralement, il disparaît seul avec un peu de repos, un peu d'accompagnement, il disparaît seul. Le baby blues ne serait pas seul. Et le baby blues est causé aussi par le fait, par exemple, pour la maman d'être parfois n'est pas soutenue ou bien avoir un enfant qui pleure beaucoup. Parce que lorsqu'on est enceinte, comme je disais tout à l'heure, on s'est fait un idéal. On n'a pas prévu un enfant qui pleure beaucoup. On n'a pas projeté le fait de passer des nuits blanches et parfois vivre ça devient pénible pour la maman. Vous voyez pourquoi, chez nous en Afrique, j'apprécie bien le fait que les mamans, lorsque les femmes accouchent, elles viennent justement soutenir parce qu'elles savent que ce n'est pas une période facile, c'est une période où les mamans ou les femmes ont besoin d'être accompagnées. Et lorsqu'on n'a pas cet accompagnement-là, parfois c'est compliqué et c'est difficile. On peut sombrer dans ces troubles-là. Donc, il y a ce qu'on appelle le baby blues, comme je disais, qui va s'installer quelques jours ou quelques heures après l'accouchement, qui ne dure que 3 jours. D'accord, c'est juste une période dépressive. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? Les symptômes, on va voir les sautes d'humeur. Une maman qui est à la fois, à l'instant, elle peut rire. Et puis, à un moment de la journée, c'est des crises de larmes. C'est l'irritabilité, c'est les troubles du sommeil. C'est cette culpabilité
on se culpabilise, on fait face à la difficulté de la responsabilité en tant que mère. Alors on a cette ambivalence-là, cette responsabilité d'être maman, on doute un peu de cette responsabilité, des symptômes comme ça qui vont s'installer et qui normalement disparaissent au bout de 3 jours. Mais lorsque ces symptômes-là persistent, c'est-à-dire au bout d'1 semaine, 2 semaines, les symptômes sont persistants. Là, on est entré dans ce qu'on appelle une dépression du postpartum. Alors, si vous voyez, c'est la durée qui va déterminer. Lorsqu'on a les symptômes qui s'installent, comme je disais, irritabilité, troubles de sommeil, saut d'humeur, crise de larmes, et j'en passe, au bout de 3 jours, là, on est dans un baby blues. Mais lorsque ces symptômes-là vont dépasser les 3 jours, donc 1 semaine, 2 semaines, nous sommes en train de rentrer dans une dépression du postpartum. Voilà autant de troubles que les femmes peuvent connaître. On a un autre qu'on appelle la psychose puerpérale qui est assez très rare, mais la psychose puerpérale est très dangereuse. Et la psychose puerpérale peut découler d'une dépression qui n'a pas été prise en charge. Et elle est dangereuse parce que la maman n'est même pas consciente qu'elle est en phase de dépression ou dans la maladie. C'est-à-dire que là, il y a la perte de contact avec la réalité. Et c'est l'entourage qui va se rendre compte. Ce sont des moments, vous allez voir, c'est des personnes, comment ça se manifeste. C'est des hallucinations, des idées délirantes, des personnes qui entendent des voix et parfois on va passer à l'infanticide. Donc des mamans qui vont se mettre à tuer les enfants ou parfois à se donner elles-mêmes la mort parce qu'on peut avoir des suicides. Et concernant la psychose puerpérale, c'est un trouble psychiatrique. Et cela nécessite une hospitalisation. Généralement, ce sont des femmes qu'on va hospitaliser dans les centres de santé mère-enfant. Pourquoi? Parce qu'il faut établir le contact entre la mère et l'enfant. Alors la différence parmi tous ces troubles, c'est que la psychose puerpérale, la maman n'est pas consciente. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est l'entourage qui observe la maman et qui va émettre la demande. Alors qu'avec la dépression, le postpartum ou encore le burn-out, la personne est consciente. Elle sait ce qu'elle vit, c'est juste qu'elle ne se comprend pas. Elle se dit qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je passe par telle situation, pourquoi ceci. Et puis, généralement, c'est la personne elle-même qui demande la consultation, le suivi, voilà, ou une consultation. Alors, c'est important. Et lorsqu'on passe par ces phases-là, il est important d'en parler. Il est important de discuter. Il est important de s'ouvrir ou pourquoi pas de rencontrer des professionnels de santé mentale parce que c'est des troubles, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge, ça peut s'aggraver. Et ça a des conséquences très néfastes dans le couple sur l'enfant. On peut avoir des enfants qui vont avoir une santé mentale, un psychique très fragile, où ça peut amener des séparations ou des divorces dans le couple. C'est pour ça, j'insiste, et je dirais que c'est important que les hommes aussi s'impliquent ce qui concerne l'éducation, le suivi de l'enfant, parce que lorsqu'on se sent seul dans cette charge-là, c'est compliqué. Il est important que, monsieur, vous soutenez vos femmes dans cette période-là. C'est vraiment important. Alors, chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause. On revient juste derrière. Les sujets qu'on n'ose pas aborder, comme les violences conjugales, la sexualité, la spiritualité, la santé, toutes ces questions taboues ont une tribune. Brisez le silence. Retrouvez Sheila Mebale tous les dimanches à 11h dans Briser le silence. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon Première et vous regardez votre émission Briser le silence. Alors, dans ce numéro, nous sommes avec Madame Leslie Grace Bendom Abogo, épouse Bologo, notre invitée. Avec elle, nous parlons de santé mentale de la femme après l'accouchement. Alors, Madame, parlez-nous d'abord, comment vous est arrivée l'idée de rentrer dans les études de psychologie? Alors, il faut dire que dès mon très jeune âge, déjà j'ai été passionnée par la santé parce que ma mère elle est infirmière et je voyais sa manière de travailler, sa manière de s'occuper des gens et j'étais déjà intéressée par ce qu'elle faisait. Je me rappelle, ma mère, c'est quelqu'un qui, en plus du fait qu'elle était infirmière, elle était vraiment dans les œuvres humanitaires et parfois elle nous impliquait. Je me rappelle, très jeune, on restait, il y avait un monsieur vraiment abandonné, qui n'avait personne et puis parfois elle nous impliquait là-dedans, elle prépare, elle les laissait à manger et c'est quelqu'un qui fait beaucoup dans les œuvres humanitaires et très tôt elle nous a impliqués là-dedans. C'est là où naît en fait cet amour-là déjà de la santé, de pouvoir prendre et de pouvoir aider ces personnes parce que j'étais soumise là très jeune par ma mère. Alors, je me suis dit soutenir les personnes vulnérables, les comprendre et
Je me suis dit, pourquoi pas faire la santé? Parce qu'au départ, il faut dire que plus jeune, je ne connaissais pas forcément la psychologie. Mais je savais bien que je voulais bien faire la santé. Donc, au fur et à mesure de mes études, je continue mes études. Et puis après l'obtention de mon bac, je tiens mordicus. Je dis, moi, je veux faire la santé parce que tout ce qui est humanitaire, aider les gens, comprendre les gens, vraiment, c'est des choses que j'aime bien, du bénévolat et tout. Donc, après mon bac, toujours ma mère, je vais voir ma mère. Je dis, donc, moi, je veux faire la santé. Et puis après, je me suis renseignée du côté de CUS, mais bon, il n'y avait pas trop ce que je voulais faire, la médecine et tout ça. Et puis, avec le bac que j'avais, c'était compliqué. Voilà, c'était pas évident. Et puis, je me rapproche à l'époque au niveau de l'hôpital général, parce que c'est là-bas qu'elle exerce. Et là, je vais en orthophonie rencontrer Madame Douna, qui était à l'époque orthophoniste là-bas. Et je vais me renseigner et tout. C'est ça qu'elle me dit, mais bon, tu peux aller à l'UOB parce que je commence à m'intéresser. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Elle m'a dit, mais ce que vous voulez faire, ça, c'est donner de la psychologie. Et voilà, il faut aller à l'UOB. Elle m'a donné tout ce qu'il fallait faire. Et voilà, je me suis inscrite à l'UOB. Et je me suis inscrite en psychologie. Alors, vous êtes aujourd'hui dans un cabinet qui vous a beaucoup assisté dans la santé mentale après l'accouchement. Alors, dites-nous, que fait Allopsy? Alors, déjà, Allopsy est un cabinet pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'au sein du cabinet Allopsy, vous trouvez des psychologues du travail, des psychologues du développement et de l'éducation, des psychologues cliniciens. Alors, à Allopsy, nous faisons des thérapies de couple, thérapie familiale, des enfants en difficulté d'apprentissage, des problèmes de dépression, des problèmes d'anxiété, des femmes, justement, dont le sujet nous sommes en train de parler, des femmes faisant face aux troubles après accouchement, des burn-out, des cas de burn-out, dépression, postpartum, des suivis à domicile, parce qu'il faut dire qu'on a parfois des patients qui parfois sont dans l'incapacité de se déplacer, des suivis à domicile, et même des suivis en ligne, nous les faisons, parce qu'on a des cas, des personnes qui sont à l'étranger, qui contactent le cabinet Allopsy, et voilà quoi, nous travaillons aussi avec nous sommes en partenariat aussi avec des entreprises et des établissements. Et pour la petite histoire, Allopsy intervient dans un établissement de la place et c'est, je dirais, le seul cabinet, hein, je le dis, c'est le seul cabinet au Gabon qui dispense les cours de psychologie dans cet établissement-là. Ah, vous donnez aussi des cours? Oui, alors les cours que nous donnons dans cet établissement-là, ces cours sont différents des cours que nous recevons à l'UOB. À l'UOB, les cours qu'on donne, c'est pour faire de nous des psychologues, donc on prétend le métier de psychologue. Alors que les cours que nous donnons, ce sont des cours à but préventif. Nous sommes dans la prévention, nous sommes dans ce qu'on appelle la santé mentale. Aider ces enfants-là, justement très jeunes, à faire face aux situations de la vie. Alors, quelle est la différence entre tous ces psychologues de tel, psychologues de tel? Nous, tout ce qu'on sait, tout ce que les spectateurs savent, c'est que c'est le psychologue. Maintenant, le reste... Alors, le psychologue du travail va s'intéresser à l'individu dans le milieu professionnel. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment la bataille d'Allopsy, de sorte que les psychologues sont assez intégrés dans les entreprises parce qu'on sait que beaucoup d'agents, beaucoup de travailleurs font face à des situations, à des problèmes psychologiques. Là, on a des personnes parfois qui peuvent être moins performantes parce qu'elles passent par des situations assez compliquées. C'est vrai que ces situations peuvent émaner de la maison, mais ces situations qui émanent de la maison vont impacter ou influencer sa productivité. Voilà, donc le psychologue du travail, vraiment, il va s'intéresser à l'individu dans la sphère du travail. Alors, le psychologue du développement et de l'éducation, c'est ce psychologue-là qui s'intéresse à l'individu depuis la vie intra-utérine jusqu'à la vieillesse. Donc, on va s'intéresser quand on parle de la vie intra-utérine, on parle de la maman, donc la femme enceinte. Donc, ça commence au suivi jusqu'à ce que l'enfant grandisse jusqu'à la vieillesse. Et le psychologue clinicien, c'est beaucoup plus des cas pathologiques, d'accord? Tout ce qui a trait à la pathologie, le psychologue clinicien. Alors, peut-être nous dire un peu la différence qu'il y a entre un psychologue et un psychiatre. Parce que c'est souvent confondu. Oui, effectivement. C'est là après toujours la confusion. Parce que généralement, quand on parle de psychologue, vous allez voir quelqu'un dire « je suis pas psy ». Alors, il faut dire que le psychologue est une personne qui a fait ses 5 années d'études et qui a obtenu un master de professionnel et qui soigne avec la parole. Alors que le psychiatre est un médecin à la base qui après s'est spécialisé en psychiatrie. Et en plus de la parole, le psychiatre a ceci de particulier, c'est qu'il peut donner des traitements médicamenteux. Il a ce cutus-là de donner un traitement médicamenteux. Alors que nous, le psychologue, c'est juste la parole. Donc voilà ce qui va différencier le psychologue. Le psychologue, lui, traite avec la parole. Le psychiatre, en plus de la parole, il a le droit de donner un traitement médicamenteux. Et c'est un médecin
qui s'est spécialisé en psychiatrie. Alors, à quel moment doit-on pouvoir aller consulter un psychologue? Alors, lorsqu'on se sent mal, lorsqu'on passe par une situation qu'on a du mal à surmonter. Vous savez, il y a des personnes qui sont résilientes, c'est-à-dire qu'on peut vivre un événement on arrive à surmonter tout seul. Mais il y a des personnes parfois qui passent par des situations qui sont compliquées. Ça peut être un deuil. Ça peut être un deuil, on a perdu un parent et puis après, prenons le cas par exemple d'une personne une femme qui perd son mari ou un enfant qui perd son parent. On s'est dit comment je fais, papa est décédé, maman est décédée. Ça peut être un licenciement. Imaginez quelqu'un qui est déjà assez stable financièrement et puis après un bon matin se retrouve licencié et qui a une famille, perd son emploi. Comment cette personne va faire? Ça peut être une situation de séparation, un divorce. D'accord? Parce que vous savez que ce n'est pas forcément, c'est pas toujours facile, surtout quand il y a déjà des enfants. On passe par un divorce. Ce n'est pas souvent facile. Ça peut être aussi pour nos enfants à la maison. On peut constater que l'enfant va développer certains comportements parfois qu'on a du mal à comprendre. Donc, autant de situations qui peuvent emmener des personnes à consulter un psychologue. Alors, on a souvent des freins, les gens sont souvent limités, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas trop le rôle que peut jouer un psychologue dans la vie de quelqu'un. Mais on se demande aussi le coût de ces consultations-là, parce que le processus, il est long. C'est pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, vous arrivez, on vous donne un comprimé, et puis 2 jours après, vous vous sentez bien, et puis c'est fini. C'est un long processus. Alors, comment vous faites? Est-ce que n'importe qui peut se lever et aller consulter un psychologue? Oui, normalement, lorsqu'on se sent mal, il est important de consulter. Alors, en matière de coûts, il faut dire que au niveau des assurances, par exemple, nous qui avons des cabinets qui sont en libéral, malheureusement, il est compliqué pour nous que les assurances prennent en compte les cabinets psychologiques. On a fait des démarches, et malheureusement, ces assurances-là ne souscrivent pas avec les cabinets de psychologie, donc de santé mentale. Donc c'est vraiment la difficulté qu'on peut rencontrer. C'est vrai, on est conscient, jusqu'à présent, c'est vraiment notre bataille. On se bat beaucoup là-dessus parce qu'on sait que la population en a besoin. C'est important d'avoir un suivi psychologique parce qu'on voit les situations par lesquelles les personnes traversent. Et nous, les consultations, nous les faisons à 20 000. Nous sommes assez conscients parce que beaucoup nous disent que vous êtes cher, c'est compliqué, oui, mais après, on a des charges aussi derrière. Voilà, donc on veut bien aider tout le monde, mais malheureusement, le problème auquel nous sommes limités, c'est beaucoup plus au niveau des souscriptions des assurances. Malheureusement, les assurances ne prennent pas en compte ou en charge des cabinets psychologiques. Comme ils se disent que c'est des maladies des Blancs, les Africains. Certainement, ils se disent que c'est la maladie des Blancs. Vous voyez aussi comment la psychologie est perçue dans notre société. Jusqu'à présent, c'est encore tabou. On est vraiment dans cette bataille-là où on est en train de vraiment faire comprendre à tout le monde l'importance sur le rôle du psychologue. Alors, votre cabinet, vous recevez du monde. Dites-nous, quels sont les cas les plus élevés que vous recevez chez vous? Alors, pour les cas les plus élevés, nous avons beaucoup de cas de dépression. Des hommes, des femmes, des enfants. Des enfants confondus, mais on reçoit beaucoup d'ados. Beaucoup d'ados, beaucoup d'enfants. C'est vraiment les cas les plus répandus et les femmes aussi. Alors, comment ça se passe quand quelqu'un vient chez vous? Comment se passe la prise en charge? Alors déjà, quand la personne arrive à cette première phase de l'entretien, parce que l'entretien nous permet justement de comprendre la situation à laquelle la personne fait face, cet entretien qui se met en place. En plus de l'entretien, nous avons des tests que nous faisons passer, et à partir des tests, nous avons des actions thérapeutiques que nous mettons en place maintenant pour le suivi et l'accompagnement de la personne lorsque nous avons posé justement le diagnostic après entretien, après passation de test. Après combien de temps on se dit apte qu'on en est sorti de ce dont on souffre? Or, cela va dépendre du cas. Cela va dépendre de la situation. Il y a des personnes au bout de 3 séances, elles sont guéries. Il y a des personnes au bout de 4, 5 séances. Donc, ça dépend du cas en fait. Ça dépend du cas qu'on aura parce que tout le monde ne passe pas, ne vit pas les situations de la même manière et tout le monde, la niveau aussi de la difficulté ne se présente pas de la même manière. Donc, cela va dépendre du cas. Vous avez des personnes au bout de 2, 3 séances, elles sont en forme.
Au bout de parfois 4-5 séances, ils sont en forme. Et puis, il y a des personnes aussi qui viennent au cabinet pour des conseils. Hein. Juste. Voilà, il y a des personnes qui viennent pour des conseils parce qu'il faut dire que venir rencontrer le psychologue, ce n'est pas forcément que tout va mal, tout va de travers. Parfois, c'est des personnes qui ont besoin d'être orientées, des personnes qui ont besoin de conseils par rapport à une prise de décision, par exemple, des cas aussi grands. Alors, peut-être, nous acheminons progressivement vers la fin de notre émission. Peut-être un mot à l'endroit des Gabonais qui pensent encore que la consultation chez un psychologue, c'est une affaire de l'Europe. Consulter un psychologue, ce n'est pas une affaire de l'Europe, bien une affaire de blanc, comme on a l'habitude de le dire. C'est important parce que qu'on soit blanc, qu'on soit noir, on fait tous face aux situations, aux difficultés de la vie. Alors, nous, le cabinet Allopsy, vraiment, c'est notre bataille. Nous prenons vraiment pour la normalisation de la consultation psychologique. Il sera important que, de la même manière dont je vais consulter un gynécologue ou un dentiste ou un spécialiste quelconque, de la même manière, il va être normal de consulter un psychologue quand je suis en état de mal-être, quand j'ai besoin d'être conseillé. Donc, c'est important parce que pour nous, pour les cas que nous recevons au cabinet, je vous assure que la santé mentale fait d'énormes dégâts et des ravages. La santé mentale détruit les familles. Lorsqu'elle n'est pas prise en charge, elle peut évidemment détruire beaucoup de familles. Et comme je disais tout à l'heure, vous savez beaucoup des adolescents. Ce sont des personnes qui sont assez fragiles. Donc il est important de consulter. Ce n'est pas une affaire de blanc. La santé mentale, c'est sérieux. Consulter un psychologue, c'est important. Je crois qu'il va falloir à un moment donné organiser des séminaires ouverts à tous pour que les gens viennent s'exprimer, pour que les gens aient cette envie de pouvoir consulter. Effectivement, nous avons ce qu'on appelle au cabinet Allopsy un café psy. Donc, c'est une plateforme que le cabinet a mis en place justement pour échanger les questions d'ordre psychologique entre les professionnels que nous sommes et la population. Et puis, nous faisons toujours des sensibilisations. Nous n'arrêtons pas de les sensibiliser. C'est vraiment notre bataille parce qu'on sait que c'est en sensibilisant aussi que la population pourra comprendre et prendre conscience justement de l'importance de consulter des psychologues. Alors, merci à vous, Madame Leslie Grace Bendom Abogo, épouse Bologo. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous étions sur ce plateau avec Madame Grace, comme je vous l'ai dit plus haut. Alors, avec elle, nous avons parlé de la santé mentale des femmes après l'accouchement. Alors, dans la deuxième partie, nous avons parlé de la consultation chez un psychologue. Il ne s'agit pas d'une affaire de blanc ou de noir, mais nous sommes tous constitués de la même façon et nous pouvons vivre les mêmes situations. Donc, lorsque vous vous sentez mal, que vous sentez que vous avez un problème, que vous avez besoin de conseils, il est important d'aller consulter un psychologue. Bonne suite de programme sur Gabon Première et à la semaine prochaine.